Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition de Club spécial Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019. C'est la fin de la première phase, la phase de groupe de cette compétition. Et aujourd'hui, on va essayer bien entendu de revenir sur ces 2 semaines pratiquement de compétition en Égypte, avec surtout, bien sûr, un intérêt tout particulier au Lion de l'Atlas. Pour m'accompagner ce soir, comme souvent, Amine Rahmouni. Amine, bonsoir. Bonsoir Janel, bonsoir les amis. À ma gauche, Reda Alali. Bonsoir Reda. Salut tout le monde. Alors, bien sûr, la Cannes en vedette, les Lions de l'Atlas en vedette de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes d'Hervé Renard qui ont fait le plein pour gagner donc 3 matchs, 9 points sur 9 possibles. Est-ce que cette performance vous étonne au vu de la préparation à cette Coupe d'Afrique des Nations, Amine? En vedette, comme tu dis si bien, oui, parce que je pense qu'aujourd'hui se dégage parmi quand même ce qu'on a pu voir de mieux sur cette phase de groupe, avec 2 ou 3 équipes, Algérie, Sénégal, Égypte éventuellement. Oui, étonnant par rapport à ce qu'on a pu voir, non seulement en phase de préparation, on part quand même avec 2 défaites dans le sac, mais aussi bien avant sur les matchs amicaux. Donc c'est une très agréable surprise qui a été quand même nourrie par pas mal de choses nouvelles, notamment les 9 points en 3 matchs. Je crois que c'est pas arrivé, ça n'a pas dans notre histoire, effectivement. Jamais. Donc oui, effectivement, que des bonnes surprises et on espère le meilleur pour la suite. Avec la victoire contre la Côte d'Ivoire, l'équipe du Maroc avait égalé sa meilleure performance en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2004. Les 2 premiers matchs gagnés là, et notamment grâce, bien sûr, on reviendra à Hervé Renard. 9 points sur 9 possibles. Franchement, les gars, même les plus optimistes ne s'y attendaient pas. Moi, en tout cas, je ne suis déjà pas un des plus optimistes, mais en tout cas, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Non, effectivement, surpris par la réalité comptable de cette première phase maîtrisée, 3 x 3, 9, qui d'ailleurs permet de voir un peu, de se mettre un peu en relief dans notre palmarès africain, vu que c'est la première fois depuis le temps qu'on joue au foot. Et pas seulement, également surpris par le niveau de certains joueurs, le niveau physique qui nous avait inquiétés. On avait beaucoup de réserves sur l'état de forme de certains cadres. On les a trouvés, je pense en particulier à Bossofa qui nous a fait surpris, oui. Maintenant, il ne faut pas non plus... oui. Voilà. N'oublions pas que c'est un premier tour. Hein. C'est un premier tour et de toute façon, il ne l'oublie pas. D'ailleurs, le sélectionneur, lui, le premier, il dit c'est une nouvelle compétition qui commence. On n'a absolument rien fait jusqu'à présent, donc il a cette lucidité. Renard, il va doucher les enthousiasmes. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît par cœur cette compétition. Et c'est aussi un peu son rôle en tant que patron de ce groupe de tempérer un peu l'enthousiasme. Au-delà de ça, on sent qu'il est chez lui là. Ouais. Voilà, avec son groupe sous la main et non pas 3 ou 4 jours par mois, avec une compétition qu'il connaît par cœur, avec ses spécificités. C'est une compétition très spéciale. Dans un foot international, en général, plus faible, et un foot africain encore plus faible que le plus faible foot international. Ouais. Là, on sent qu'il est chez lui, qu'il a la main sur son groupe. Qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. Il a la patte. Hein? Il est à la maison. Là, non, la patte. La patte. Renard. Bon, j'ai un synthé-titre, il faut bien que je le vende. Voilà. Ouais, la patte Renard, on l'a senti. Et c'est dingue, hein, parce que ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup. Autant la Coupe du Monde, c'était décevant, autant les 2 Cannes, pour le moment, on s'est sorti des poules. Et rappelons que quand on s'appelle le Maroc, on a certes une grande histoire au niveau des clubs et des belles qualifications en Coupe du Monde, mais en Cannes, on devrait être content d'être sorti des poules. Voilà. Amine, la patte Renard, restons sur Renard. Oui, non, la patte, mais c'est bien beau de doucher les enthousiasmes et les espoirs, comme disait Reda, mais je pense aussi que sur ce premier tour-là, on a quand même eu des matchs très riches d'enseignements. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne nous pose pas comme favori automatiquement pour la compétition, mais les attributs de la patte Renard, pour te faire plaisir, qui nous avait déjà montré en 2017, on les retrouve, à savoir beaucoup de combativité, une belle assise défensive, un physique très présent, beaucoup de solidarité qu'on n'a pas vu pendant les matchs amicaux, beaucoup de solidarité entre les joueurs, notamment au niveau des replis. Donc, même si effectivement on n'est peut-être pas outillé pour aller au bout comme on peut l'espérer ou on peut en rêver, en tout cas, tout ce qui a fait la force de Renard, notamment au niveau de la motivation avec un grand thème, on l'a retrouvé. Donc je pense que sur ça, on peut capitaliser et se dire qu'on a aujourd'hui
une équipe aujourd'hui qui peut faire de belles choses dans cette CAN. La patte Renard, en plus de ce qu'a dit Amine, sur lequel je suis d'accord, je voudrais rajouter 2 ou 3 points sur lesquels je sens la patte Renard. Je la sens dans la stabilité du groupe. C'est-à-dire que Renard, il a une sorte de. Il a ses gars. Voilà, il a ses gars. On lui a reproché. Qui lui rendent bien. Oui, qui lui rendent bien. Justement, parce que justement, il les défend Bah contre parfois. Exactement. Presque l'indéfendable. Toute bonne logique. Voilà, toute bonne logique. Et nous, voilà. Et les événements aujourd'hui lui donnent raison. Bien sûr, il donne raison. Il donne raison à tout le monde, hein, que ce soit mais deuxièmement, à lui et à ses joueurs. Et deuxièmement, autre élément de la patte Renard pour moi, je pense que contrairement à ce qu'on peut croire, cet environnement que lui et les joueurs définissent comme hostile, je n'ai pas la même perception de l'environnement hostile, pour moi c'est un environnement normal, mais ce côté un peu seul contre tous, personne s'y attend, on va leur montrer, on va les faire taire, etc. Je pense que, comme Mourinho, qui utilise aussi beaucoup ce ressort, c'est un ressort psychologique qu'il déclenche très bien, quitte à exagérer les critiques qui ont été les siennes. Et ça fait partie, pour moi, de la patte Renard, un vrai meneur d'hommes, à la Mourinho, j'ai envie de dire. Renard, un meneur d'hommes à la Mourinho. On va d'ailleurs l'écouter, Renard, ainsi que son adjoint Patrice Baumel. Leur réaction après la 3e victoire en 3 matchs, celle historique déjà face à l'Afrique du Sud. Hervé Renard et Patrice Baumel. On est des perfectionnistes, on n'est pas très content de notre première mi-temps, mais c'est bien d'avoir 9 points. Maintenant, c'est une autre compétition qui commence, il faut se concentrer sur des matchs à élimination directe, ça va être différent. Moins séduisant, mais tout aussi important de gagner 1-0. Les garçons ont fait beaucoup d'efforts, même si par moments on avait l'impression que c'était moins léché, moins séduisant. Mais l'essentiel y est 9 points, 3 victoires et bravo aux garçons, on a 5 jours maintenant pour récupérer, c'est important. Pardon. On s'était promis d'aller le plus loin possible, il y a 7 matchs à faire, on en a fait 3, il en reste 4 si on veut aller au bout. La route est encore très très longue, le fait de finir premier, on a une route, comme je disais, un peu moins sinueuse, puisqu'on va rencontrer un 3e. Donc voilà, mais voilà, à partir des 8e, c'est des matchs à élimination directe, il faudra être costaud, préparé. Ouais, il faudra être costaud et préparé. Et la route, et ils insistent, hein, les deux entraîneurs, que ça sera très très long parce que les gens commencent déjà le discours a quand même pas mal rodé entre les deux. Oui. Donc on voit clairement qu'ils n'ont pas envie. En fait, Reda disait une chose qui est très juste, c'est que chaque fois qu'on aborde aujourd'hui cette compétition, on a tous dans l'esprit qu'on y va pour la gagner. Même quand on n'est pas forcément. Amine, on ne parle pas, on ne l'a pas dans l'esprit. C'est une déclaration officielle. C'est la position officielle du Maroc aujourd'hui, représentée par la Fédération royale marocaine de football et son président. Si on est là, il nous le disait dans Saat Khan il y a 2 jours, si on est là, c'est pour gagner, rien d'autre. Mais là, moi je parle bien avant l'ère Largea. C'est qu'on a toujours eu une sorte de condescendance par rapport à cette compétition une fois qu'on s'est mis à jouer. Quand on y va, même si on y va avec des équipes moyennes, dans notre esprit, voilà, on est quand même concurrent en Afrique, on y va pour gagner. Moi j'en suis persuadé. La faiblesse de notre palmarès, moi j'ai couvert, je pense, 5 ou 6 Coupes d'Afrique des Nations et gagner, quand on va en Coupe du Monde, on l'a jamais fait et passer le 2e tour non plus. Je ne dis pas ce qu'on vaut réellement, je dis juste dans notre esprit, quand on y va, pas en Coupe du Monde, mais quand on va en Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour aller, dans notre esprit, on y va pour la gagner. Maintenant, l'impression qu'aujourd'hui, même si le groupe est peut-être beaucoup plus outillé, parce qu'on se posait la question de savoir est-ce que ce groupe aujourd'hui, 2016, 2019, est-il le plus complet, le plus régulier depuis des équipes nationales. Aujourd'hui, même si on a peut-être un groupe plus soudé et plus régulier, aujourd'hui, on voit bien clairement que la principale difficulté de Renard et de Baumel, ça sera un petit peu de calmer les enthousiasmes. Parce que on le voit, leur déclaration est exactement la même, quoi. Il n'y a pas de. Voilà, c'est aujourd'hui le plus dur commence. On sait bien que le plus dur commence. Mais bon, c'est des discours convenus. Oui, c'est ça. Des discours convenus. Bon, déjà d'un point de vue formel, je remarque que le staff de l'équipe nationale te parle, parce que j'ai vu un logo de cette. Non, mais là, c'est la zone mixte. J'ai vu le même logo. Là, c'est un peu obligé. Voilà, parce que j'ai entendu un coup de gueule retentissant en arabe. Non, mais le coup de gueule, c'est par rapport. Parce que cette partie-là de la communication de l'équipe nationale, cette partie-là, ce qu'on en reparle, c'est pas la fédération qui la gère. Ça, c'est la CAF. Oui. Moi, je parlais de la partie gérée par la fédération, à savoir les séances d'entraînement, et je trouvais scandaleux, je trouvais que c'était un manque de respect
D'abord, par rapport aux médias et par rapport aux joueurs qu'on envoie au charbon, qu'il est pauvre. Younous, qu'est-ce qu'il veut qu'il te dise? Il a joué aucun match, il va en jouer aucun. Pourquoi ce sera lui qui va aller faire des déclarations? Et je ferme la parenthèse. Je disais que c'était un manque de respect pour les médias et à travers les médias, le public, et pour même les joueurs disent bah, toi, tu n'as rien à faire, alors vas-y, va, tu leur pars, tu les occupes à 5 minutes et on est tranquille. Pour revenir juste un petit mot sur la Patrenard, maintenant que je vois la composition de l'équipe derrière toi, il y a un autre élément, à part le meneur d'hommes, etc., sur la Patrenard, il y a aussi, on ne peut pas réduire Renard à ça, parce qu'il y a une valeur technique. En l'occurrence, quand je vois Bossofa et Belhenda, et même Amrabat qui ont joué, et même Ahmadi, qui ont joué sous, j'ai envie de dire, la législation, enfin, comment dire, la période Guéret, la période Taussi, la période, voilà. Fantastique aussi, il me semble. Ouais, on n'est pas loin. Ouais, 2006 hein, pour Bossofa, le début de Bossofa. Bon, bref, donc, on ne les a jamais vus à ce niveau, donc on ne peut pas. On peut pas dire. Voilà, Quand on dit la Patrenard, c'est pas que par rapport au discours et au choix, c'est par rapport aussi à certaines décisions tactiques très très importantes et qui prennent en considération l'état de forme des joueurs. A plus d'une dizaine d'années d'équipe nationale et ses 2 meilleures compétitions sont les dernières. Voilà, donc ça interpelle. Maintenant, excuse-moi, juste pour rendre à César ce qui est à César. La première fois où un staff national a manifesté de l'humilité sur les déclarations de départ, c'est Taussi qui avait comme objectif annoncé, avec Reglagui, notre ami, qui avait comme objectif annoncé de sortir des poules. Ouais. Voilà, il n'est pas réussi. C'est une autre affaire, mais au moins je me rappelle que ce moment-là avait été parce que Guéret lui avait annoncé la coupe. Alors, j'aimerais bien qu'on parle aussi de Mbark Bossofa. Après quoi, on va aller du côté du Caire retrouver Fouad et un invité de Marc. Bossofa, non, Bossofa, on en parle. Bossofa, c'est dingue, quoi. Et Mbark Bossofa, c'est juste. Regardez bien ces Superman, matchs. dingue. Et c'est là que tu te dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Toutes nos théories, compétitivité, il faut jouer, il faut avoir un club, il faut avoir. Eh ben, elles tombent à l'eau toutes. Apparemment, ben oui. Et apparemment, je pense. Et là, c'est je pense le joueur le plus vieux de la compétition. C'est juste de la folie. Le joueur le plus vieux, bah, ça renseigne sur 2 choses. Bon, là, c'est pour être un peu de mauvaise foi. Si le joueur le plus vieux est le meilleur joueur de la compétition, ça renseigne sur le niveau de la compétition. Mais franchement, sérieusement, là, c'était une blague, c'est la mauvaise blague. Mais là, ce que fait Bossofa est juste chapeau. Exceptionnel. Bah, déjà, c'est pas le meilleur joueur de la compétition, c'est le meilleur joueur marocain. Sur 2 matchs. Voilà, c'est le plus vieux de la compétition, mais il a eu man of the match. C'est pas le meilleur joueur de l'ensemble des matchs. J'ai dit, c'est le joueur le plus vieux de la compétition. Cela dit, déjà, il y a 2 choses. Le fait de jouer, je pense aussi, dans un championnat où les températures sont extrêmes, peut-être l'a aidé aussi à s'adapter sur cette compétition-là, bien plus qu'un Ziyech, par exemple. On ne cherche pas à analyser. Non, tu peux analyser, bien sûr, tu peux analyser. Parce que c'est difficile. Tu peux analyser. Après, il n'y a pas que ça à analyser. On va dire que Bossofa fait une canne dans la lignée de celle qu'il a faite en 2017. Et qu'aujourd'hui, juste le restreindre sa prestation à ce qu'on a pu voir sur des matchs amicaux par rapport aux matchs officiels, nous fait dire qu'il y a des garçons qui s'adaptent. Et ce monsieur-là, il a une qualité rare, c'est qu'il sait s'adapter, à mon sens. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Bossofa. Mais si on analyse un petit peu les matchs, Bossofa s'est fondu dans un collectif au milieu qui était impressionnant. Oui. Parce que Bossofa, Belhenda, le second match, Ahmadi sur les 3 matchs, en fait, c'est un tout. C'est un tout parce que Bossofa, quand il commence le premier match, plusieurs scénarios aussi, plusieurs positions. Quand le premier match, notamment en première mi-temps, quand il est avec Ben Nasser et Bourabéa, voilà, c'est le trio qui ne marchait pas. Ouais. Mais Bossofa aujourd'hui dans un trio classique qu'on a longtemps brocardé, à commencer par nous-mêmes, ben voilà, peut-être c'est ce trio-là aujourd'hui qui donne une valeur ajoutée par rapport à ses qualités intrinsèques à lui-même. J'ai quelques réserves sur ce que j'entends. Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure ni quoi que ce soit, mais moi j'avais la même théorie sur Ahmadi. Quand j'ai vu le 3e match d'Ahmadi, j'ai eu un petit peu peur, j'ai l'impression qu'il manque. Souffert. Voilà, donc Bossofa, c'est bien d'avoir été vraiment conquérant sur le premier tour. On espère que ça ne va pas caler, voilà, ça va pas caler, et ça peut. Voilà. Premièrement, donc on va attendre avant de dire. Non, mais de toute façon, Reda, je te rassure tout de suite, on est en train de parler du premier tour. Du premier tour, voilà. De ce qu'on a vu. Deuxièmement, par rapport à ce que dit. Il y a une deuxième chose. Une barre sur l'été, juste par rapport à ce que dit. On nous reproche beaucoup ce qu'on appelle les classiques retournements de veste. Hier, vous avez brocardé Belhenda, et quand Belhenda fait un bon match, vous dites qu'il est génial. On va juste rappeler quand même 2 choses. C'est qu'en football, la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Okay. Et que quand on juge sur un match en général, le match du jour.
Donc effectivement, tout ce qu'on va pouvoir dire sur Belhanda ou Boussoufa sur ce premier tour ne sera peut-être plus valable par la suite. Après, et n'était pas le même qu'on disait pendant les matchs amicaux. Mais c'est très important de le rappeler. Vous retournez votre veste, vous ceci, vous cela. Pour rester alors sur ce qu'on a vu, il y a un deuxième point qui m'étonne beaucoup chez Boussoufa, c'est que ses deuxièmes mi-temps sont meilleurs que les premières. Ah ouais. C'est dingue. On a l'impression. Quand on regarde bien ses débuts de match, il a l'air un peu perdu, bouffé physiquement. Et en deuxième mi-temps, on a l'impression qu'il monte d'un cran. On l'a très bien vu contre la Namibie et on l'a également vu contre la Côte d'Ivoire. C'était frappant. Il monte d'un cran, devient plus percutant, plus vertical. Il arrive à se projeter plus facilement vers l'avant. On a l'impression que. La Namibie arrête parce que tu as Ahmadi qui rentre même aussi. Deuxième mi-temps, même physiquement, il a l'air beaucoup plus à l'aise. Voilà, je vous propose donc à Hervé Renard de faire jouer une mi-temps à Boussoufa dans les vestiaires pour que la première soit la deuxième, parce qu'on n'a pas encore vu la troisième. Mais après la troisième, on ne sait pas dans quel état il sera physiquement. Les amis, je vais vous emmener en Égypte retrouver Fouad El Hennaoui. Fouad qui a fait une drôle de rencontre du côté de la capitale égyptienne. Quelqu'un que vous connaissez très très bien, Amine et Reda. Fouad qu'on retrouve tout de suite. Fouad. Moi, je dirais Hervé Penaud. Oui, tout à fait, Jalal. 3 matchs, 3 victoires, 3 buts marqués, 3 clean sheets, 9 points dans la cagnotte. C'est le bilan des Lions de l'Atlas lors de cette participation au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Jamais, mais alors là, jamais on a vu une sélection marocaine atteindre ce niveau, c'est-à-dire 3 victoires au premier tour. Ça n'est jamais arrivé auparavant lors des anciennes participations. Avec un début, disons, poussif devant la Namibie, eh bien, l'équipe du Maroc a trouvé son rythme, surtout face à la Côte d'Ivoire, avec une belle victoire à 1-0. Et puis, une autre victoire in extremis aussi, cette fois-ci, face à l'Afrique du Sud. Avant de continuer, eh bien, mes amis, j'ai une petite surprise pour vous. Ben, elle est là, la surprise. J'espère que vous l'avez reconnu. Bonjour à vous. J'ai plus de voix, je suis désolé, parce que là, entre la clim, les 35 degrés dehors, la clim, le vin, terminé, je n'ai plus de voix. Voilà. En tout cas, bonjour à tout le monde. Et c'est vrai, un beau parcours du Maroc depuis le début. Alors, tout n'a pas été parfait. Voilà. Au contraire, c'est plutôt intéressant de voir qu'il y a encore pas mal de choses à faire, pas mal de choses à régler. Mais ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que tous les entrants dans les matchs ont apporté quelque chose. Je pense au coup franc de Fajr, par exemple, sur la dernière action. Alors, Ziyech, visiblement, n'était pas très content de sortir. Ce qui peut se comprendre, ça fait partie du jeu. Mais il n'empêche que Fajr, il apporte tout de suite sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle compétition qui commence. Hein. L'histoire des poules, des 9 points, on oublie. Écoutez, juste, on n'a rien programmé, c'est juste, là j'étais en train d'enregistrer, et puis je vois Hervé qui arrive. Une belle surprise, Hervé, comme ça, on n'a rien, on le dit aux chers téléspectateurs, on n'a rien préparé. C'est une coïncidence et ça fait du bien de te retrouver. Hervé, comme j'ai dit, un beau début pour les Lions de l'Atlas, certes poussif, une victoire au forceps face à la Namibie, et puis l'équipe du Maroc a trouvé son rythme. On peut dire une équipe marocaine sereine, sûre d'elle-même, sûre de ce qu'elle fait, très bien sur le côté défensif. Bon, quelques lacunes au niveau de l'attaque, mais c'est le réalisme à la marocaine. Bah c'est exactement ça. Alors on sait que Hervé Renard, tactiquement, il a bien mis en place son équipe. Très peu d'occasions concédées sur les 3 premiers matchs. Ce qui manque pour l'instant, c'est la petite touche décisive, c'est le buteur. Alors il va peut-être se révéler là sur les derniers matchs. En-Nesyri avait fait un bon deuxième match. Sur le troisième, il a raté 2-3 occasions, mais il est souvent placé. Il fait les efforts, il est présent. Ziyech, on attend un petit peu plus de lui évidemment parce que c'est la star de l'équipe et il finit peut-être la saison un peu cramé hein, parce qu'entre la demi-finale avec Tottenham, tout ce qu'il a pu donner à l'Ajax, à un moment, ça doit peser sur les organismes. Il a manqué un peu de justesse technique, mais pas d'engagement ni de volonté, parce qu'il se bat comme un fauve. Hein. C'est assez impressionnant. Et puis Amrabat, bon là j'en parle même pas, le guerrier ultime, le meilleur joueur pour l'instant marocain. Oui, le meilleur joueur de l'équipe du Maroc, une équipe du Maroc qui, comme je vous l'ai dit, une équipe assez quand même, disons, plus d'expérience, avec beaucoup de joueurs qui ont dépassé la trentaine. Il y a pas mal de joueurs qui jouent leur, disons, 2e, 3e compétition internationale après la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde. Ça donne de la confiance. C'est un groupe aguerri.
Oui, absolument. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé ces derniers temps, rappelons-nous, première qualification Coupe du Monde, le quart de finale lors de la dernière CAN, c'est pas rien, même la défaite sur la fin contre l'Égypte, ça s'est joué à rien du tout. Et puis il y a eu cette Coupe du Monde, super Coupe du Monde sur le plan du jeu, à part la deuxième mi-temps, j'allais dire, contre l'Iran, mais vraiment, logiquement, ça qui s'était terminé sur une victoire contre l'Espagne. Et là, on a l'impression que cette équipe, elle est solide, elle est costaud, elle sait ce qu'elle a à faire, elle est encadrée par des types, les Boussoufa, les Benassia, etc., qui savent exactement ce qu'il faut faire pour essayer d'aller loin en Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a tout le package, plus évidemment Hervé Renard sur le banc, ça c'est ce qui ajoute un énorme plus à cette équipe-là. Maintenant, vous savez, ça va se jouer sur pas grand-chose. Ce qui sera intéressant, c'est déjà de rentrer pas mal contre le troisième du groupe. Donc là, logiquement, ça devrait... Enfin, je pense, la sensation qu'on a, c'est quand même ça devrait bien se passer. Après, il y a peut-être un gros match qui attend contre le Sénégal, qui est sur le papier peut-être l'équipe la plus forte, individuellement, j'allais dire. Mais là, franchement, le Maroc, pour l'instant, grosse impression. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe comme ça aussi, j'allais dire solide. Hein. C'est pas flamboyant, c'est solide. Tu vois cette équipe aller très très loin dans la compétition. Oui. Maintenant, il a un capital confiance qu'elle peut utiliser lors de ses prochaines sorties. Oui, alors ce qu'il faut, c'est évidemment gagner un petit peu en efficacité offensive. Il va falloir sur les occasions marquer, parce que sinon on est toujours à l'abri d'un retour. Mais franchement, il y a tout pour aller très très loin dans cette compétition. Et je trouve que c'est un groupe qui a été formé. J'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit remarquable, même ceux qui ne jouent pas, parce qu'il y en a qui ne vont pas jouer grand-chose durant toute la compète. Mais il se passe quelque chose. Moi, j'ai l'impression dans cette équipe du Maroc, je l'ai souvent dit d'ailleurs, hein, qu'il se passait quelque chose. Merci Hervé. On va se retrouver, Jalal, tout à l'heure, dans quelques minutes, pour cette fois-ci parler des huitièmes de finale. Pas mal d'affiches en perspective pour ces huitièmes de finale qui vont commencer vendredi prochain. On se retrouve avec Monsieur Hervé Pono. À tout à l'heure. Oui, gardez-le bien au chaud, le petit Hervé Fouad. Alors, c'était pas poussif, mais c'est solide. C'est du. Oui, On a l'impression, je ne sais pas, mais que rien ne peut arriver à cette équipe. En tout cas, après ces 3 matchs. C'est-à-dire, elle n'est pas flamboyante, mais elle risque pas grand-chose. Je trouve qu'elle est dans la lignée de ce qu'on a pu voir depuis très longtemps, à savoir que j'ai l'impression que cette équipe marocaine joue davantage au football quand elle est poussée dans ses retranchements. Je revois les matchs contre le Portugal, je revois les matchs contre la Côte d'Ivoire, je revois les matchs contre l'Espagne. Quand il s'agit de faire le jeu, c'est plus compliqué. Nabibi et un petit peu Afrique du Sud. Après, ça reste efficace. Ça concède peu d'occasions, mais quand ça doit effectivement subir un poids et ressortir très rapidement les ballons et se projeter très très vite devant, on fait ça très très bien. Et c'est pour moi ça aussi, c'est une des pattes Renard. Et pour moi, c'est pas poussif, c'est résilient, ça s'adapte et ça peut être efficace devant. Donc c'est tout sauf poussif à mon sens. Une équipe qui s'adapte, cette sélection marocaine. Et souvent, d'ailleurs, son meilleur match, ça a été face à l'adversaire le plus costaud, en tout cas sur le papier. Ça a été la Côte d'Ivoire. Le prochain adversaire, vous le savez maintenant, au huitième de finale, ça sera le Bénin. Restez avec nous, les amis. On va se retrouver dans un très, très court instant pour la seconde partie de Le Club. À tout de suite. Bienvenue les amis dans cette seconde partie de Le Club. On a parlé du carton plein pour les Lions, de cette performance déjà historique. On a parlé de la patte Hervé Renard, on a parlé de Boussoufa, Superman. On ouvre cette seconde partie par Hakim Ziyech, le playmaker de cette sélection marocaine. Franchement pas à son avantage depuis le début de la compétition. Ziyech, c'est quoi le problème? Je ne sais pas, peut-être c'est physique. En tout cas, bon, il y a un problème. On le voit non seulement dans son rendement, on le voit également dans ses attitudes corporelles, ses mouvements d'humeur. On sent quelqu'un qui est frustré par sa performance lui-même. Lui-même, ouais. Voilà, il s'acharne, voilà, il tente moins de frappes, il est moins décisif et on sent que ça lui pèse. Alors, est-ce que le problème est physique? Si le problème était physique, on aurait bien voulu le voir, ne pas le voir dans le troisième match pour pouvoir régler le problème. Ou peut-être qu'il a besoin de plus de matchs pour se... On a l'impression, pour moi, Ziyech, pour moi, c'est la mécanique de précision. C'est comme la F1. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est déréglée. Voilà. Ouais. C'est exactement l'impression que j'ai. Mais j'ai l'impression, pour être positif, que ça peut se régler très vite. Oui. C'est pas profond. Voilà. C'est exactement, pour moi, tu vois ça souvent en moto ou en Formule 1, où tu as un problème de frein, quelque chose, il faut que ça se mette en ligne. Alors maintenant, j'espère que ça va avoir lieu, parce qu'on peut pas se leurrer. L'équipe du Maroc... engrange 3 points en 3 matchs, finit en 8e avec un statut nouveau d'équipe un peu sensation avec l'Algérie. Bon, enfin, on en parlera après. Avec Ziyech, on va changer de statut. Oui. On va changer de potentiel offensif parce que là où je voulais rebondir juste rapidement sur ce qu'a dit Amine avant par rapport au potentiel offensif, il a dit on est efficace. Il y avait mieux à faire parce que quand tu regardes la tête du match contre la Côte d'Ivoire, on aurait dû avoir un dernier quart d'heure relax au lieu d'être stressé.
la tête du match contre la Namibie, pareil. Voilà, avec un Ziyech qu'on connaît. Je compare Ziyech à Ziyech. Moi, je ne compare pas Ziyech à un Ziyech niveau 80% de l'Ajax. Là, on aurait plié ces matchs plus tranquillement. Et j'espère vraiment même un Ziyech, équipe du Maroc, hein, parce qu'on se rappelle des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ziyech contre le Mali. Ses performances ont été juste exceptionnelles. Alors, il y a beaucoup de techniciens. Moi, j'ai suivi un petit peu certaines analyses des uns et des autres. On parle, bien entendu, de la fatigue. Comme le disait à l'instant Hervé Penaud, une saison marathon, demi-finale Champions League, un championnat qui n'a pas été évident à gagner hein, pour Ziyech et pour l'Ajax Amsterdam. On parle aussi de la Coupe, on parle aussi de son utilisation parce que avec l'Ajax, il est derrière deux attaquants de pointe. Là, il n'a qu'une personne devant. Et voilà, est-ce qu'on lui demande aussi de revenir, de se repositionner sur le côté? Donc, ça complique aussi la tâche de Ziyech lui-même. Si on rajoute un état physique pas au top Moi, je suis d'accord. Moi, honnêtement, je n'ai pas senti une baisse physique parce que sur les replis, il était souvent là. Oui. D'ailleurs, à certains moments, on a l'impression qu'il se repliait plus par dépit qu'autre chose. C'est tellement énervé qu'il voulait venir récupérer. Le problème, c'est qu'il revient et qu'il soit obligé de le faire. Bah oui, obligé parce que c'est le football moderne. Quand tu es sur une aile, tu es obligé de te replier. Maintenant, effectivement, moi, je suis d'accord sur l'analyse le positionnement de Ziyech parce qu'effectivement, à l'Ajax, il délivre beaucoup de passes décisives. Énormément parce qu'il est effectivement toujours au moins deux solutions. Ouais. Là, on voit clairement qu'il est toujours excentré ou à droite ou à gauche parce qu'il permute beaucoup avec Amrabat, avec une seule solution en général qui est Nseri, parce que ni Belhanda, ni Bossofa, ni Amrabat sur les contre-attaques ne plongent. C'est ça. Très souvent, on a vu un petit peu le souci de cette équipe, c'est qu'on est en sous-nombre à chaque fois, sauf sur les coups de pied arrêtés, en termes de surface de réparation adverse. Quand il démarre, effectivement, je trouve souvent une solution à 1,5 parce qu'effectivement, Amrabat traîne le tir. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il force très souvent le tir. On l'a vu beaucoup contre la Namibie au premier match, qui est quand même pas mal énervé parce que Ziyech Nseri offrait des solutions. Maintenant, honnêtement, moi, je pense peut-être qu'au niveau de la configuration tactique, il n'est peut-être pas mis dans les meilleures conditions. Maintenant, on sait aussi que c'est un joueur qui marche beaucoup à l'affect. Et je pense que quand tu parlais de Pat Renard, je pense que le véritable challenge de Renard, ça sera de le garder dans la compétition. On a vu Renard, comment il lui parlait, comment il racontait. Au retour des vestiaires, il est toujours là à lui dire j'ai confiance en toi, je maintiens, tu es le patron de cette équipe. Donc voilà, il fait le boulot. Mais quand Reda dit effectivement qu'avec Ziyech, on prendrait un palier supplémentaire, il a entièrement raison. Et c'est là où la patte Renard, à mon sens, psychologiquement, devra se faire voir, c'est sur le reste de la compétition, pour le garder à flot et éviter qu'il sombre. Deux choses, rapidement. Ce qui me... On va pas parler beaucoup du fait de jouer avec deux attaquants, on va pas jouer avec deux attaquants. Voilà, on va pas le faire. Par contre, là où tu peux avoir des positions où tu as deux attaquants, ce serait si Belhanda montait d'un cran en phase offensive, ou si Amrabat repique plus souvent, ou bien si Hakimi va jusqu'au bout de ça, ne repique pas. Ne repique pas sur son pied droit, mais continue jusqu'au bout du gauche, qui libère... Tout ça n'arrive pas. Voilà, tout ça n'arrive pas. Et donc, on tourne autour du problème depuis tout à l'heure, qui est une certaine manque de solution offensive. Voilà, où tu as Nseri qui est très isolé. Et pour le moment, ça nous réussit. Hein, mais c'est clair que pour moi, si Ziyech, avec le niveau, ce qu'il est capable de délivrer, s'il a une opinion à donner sur la façon dont on devrait jouer pour optimiser sa performance, il faut qu'il le fasse, il faut qu'il le dise. En interne, évidemment, pas à nous, mais il faut qu'il le dise. Après, s'il le fait, il faudrait que Renard aille contre ses convictions, parce que la configuration dont tu parles voudrait qu'on ne joue qu'avec deux milieux récupérateurs. C'est-à-dire que tu sacrifies au Ahmadi, au Bossofa, au Belhanda, mettre un Ziyech avec deux ailiers qui plongent, donc éventuellement un Bouffel à gauche et un Amrabat à droite, et Nseri. Et là, Ziyech se retrouvait dans la configuration de l'Ajax. C'est-à-dire avec chaque fois une solution en plus quand il prend le ballon. Mais là, ça voudrait dire que Renard devrait adopter une position beaucoup plus offensive, sauf ce qu'il ne fait quasiment jamais, et sacrifier un de ces trois soldats en qui il a véritablement confiance, qui est Ahmadi, Bossofa et scénario plus qu'improbable. Mais c'est le scénario qui peut-être aujourd'hui, l'équipe elle est bien en place. L'équipe est bien en place. Et le risque, c'est de toucher à cette mécanique. Tu sacrifies le talent de ce gars-là dans la configuration, parce qu'on voit clairement que l'équipe est coupée en deux. Il y a au moins 30 mètres de différence entre le trio du milieu et le trio qui attaque. Voilà, le
débat tactique sur le positionnement de Ziyech derrière une personne ou deux personnes, il est intéressant. Mais en même temps, je pense quand même qu'on ne peut pas tout mettre sur ce dos-là, parce que, y compris techniquement, il a des ratés. Ouais. Y compris en termes de choix, ils ne sont pas toujours très lucides. Donc je pense qu'il y a un autre problème qui est peut-être, donc je le redis, soit physique, soit psychologique, qui devrait expliquer ça. Par contre, n'oublions pas un point rappeler, contre le Bénin. Reda, c'est sa toute première Coupe d'Afrique des Nations et les conditions, notamment climatiques. Pour un joueur, écoute, on l'a dit suffisamment. Ça complique un peu la tâche. Si tu rajoutes ça à un manque de confiance en ce moment. Mais c'est pas c'est le manque de confiance qui m'inquiète. Moi, c'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre. Le bonhomme, il a passé une saison de malade. Il a éclaboussé les écrans européens de sa classe. Il a fait des matchs de haut niveau dans une compétition de haut niveau. D'ailleurs, les matchs de préparation, c'était le seul joueur qu'on pouvait sortir du. Maintenant, pour terminer, n'oublions pas deux choses. Bon, la première, on parle des conditions. Je crois que l'Égypte. Deuxièmement, il fait très très chaud. Notamment le premier match. Il fait chaud. 40 degrés, 37, 38 degrés, c'est compliqué quand même. À part au Maroc, on n'aura jamais de meilleures conditions pour une Coupe d'Afrique en juin. Oui. Deuxièmement, j'ai envie de. Non, pour avoir des Coupes d'Afrique où il fera moins chaud. Voilà. Et à 90% de chance, ce sera le cas. Bon, en Afrique, l'été, surtout en Afrique du Sud, c'est l'hiver. Moi, sincèrement, je penche plus pour peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la compétition, peut-être qu'il a la tête à son transfert, peut-être qu'il est... Je ne sais pas. Mais sur le point du foot, autant je suis d'accord que ça serait mieux avec deux attaques, autant je sais que ça ne justifie pas tout. Et j'attends vraiment, je pense qu'il va se réveiller. Parce que n'oublions pas un point que je voulais juste terminer là-dessus, c'est qu'à partir du Bénin, on va jouer contre des défenses basses. C'est-à-dire que la configuration, parce que ne nous y trompons pas, si on a fait notre meilleur match contre notre plus gros adversaire, comme on le fait souvent, c'est que l'adversaire, il joue. Voilà. Quand l'adversaire en face refuse de jouer, quand on se retrouve dans des défenses basses, on est un peu embêté. Et c'est là où on a besoin de Ziyech. Ça risque d'être le cas face au Bénin. Exactement. Un petit bémol par rapport à ce que dit Reda, mais c'est vrai, de toute façon, ça rejoint ce qu'on disait, que quand on joue le Portugal, l'Espagne ou la Côte d'Ivoire qui joue au foot, on est bien meilleur. Quand on joue l'Iran, on est coincé. Quand on joue l'Iran, la Gambie, on est coincé. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est juste sur la confiance. Je trouve que c'est pour un joueur qui manque de confiance, Ziyech frappe beaucoup au but, alors qu'en général, quand on n'est pas en confiance, on ne frappe pas. Il essaie de forcer un peu. Mais il frappe parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est ce qu'on disait. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de solution et de configuration. Il faut qu'il arrive. Et c'est un garçon aussi, sur les coups de pied arrêtés, il reste quand même très très précis. Les angles qu'il trouve. Je trouve que c'est quand même un joueur qui a confiance en ses qualités. Faut qu'on avance. Après la configuration, c'est plus compliqué. Je rêvais lors du match de l'Afrique du Sud qu'il n'y avait pas un gros enjeu, parce que je rêvais d'un penalty juste pour qu'il puisse marquer. Parce que je pense que ça peut se déclencher comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez vu l'image, en tout cas, du coup franc laissé à Faisal Fajr, et le but de l'équipe du Maroc. Je me rappelle plus du coéquipier qui lui laissait le ballon pour tirer le coup franc. Non, mais la télé. Et s'il avait fait ce geste-là, on n'en serait pas là. Avec Hadra, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le Bénin, les amis, le Bénin en 8e de finale. Bah voilà. Le Bénin va nous attendre. Donc le Bénin, non mais c'est vrai, le Bénin va nous attendre. Et c'est la mauvaise configuration pour l'équipe du Maroc. J'ai vu deux matchs moi du Bénin contre le Ghana 2-2. Franchement, pas mal du tout. Contre le Cameroun 0-0. Une équipe, franchement, dont il faut, c'est pas des paroles en l'air ou c'est pas Hervé Renard qui parle, mais il faut vraiment se méfier de cette équipe parce qu'elle va nous attendre, elle va attendre la sélection marocaine et elle sera compliquée à jouer. Dans ce genre de match, il y a deux options. Pour aller vite, moi je pense que cette Coupe d'Afrique, si je mets de côté l'Égypte pour des raisons presque pas sportives, mais quasiment politiques, je pense que tout le monde peut battre tout le monde. Mais je le pense profondément. Quand Madagascar bat le Nigeria, ça veut dire quelque chose. Quand tu te retrouves il n'y a eu aucun carton. Quand l'Algérie bat le Sénégal, ça ne veut pas dire que l'Algérie est forcément meilleure que le Sénégal sur ce match-là. Même quand l'Égypte bat l'Ouganda, sincèrement, quand tu regardes la configuration du match, tu n'as même pas une super les amis, vous êtes technique. Donc, en train d'avancer trop vite au niveau du conducteur de cette émission. Si vous avez commencé à faire déjà le bilan de la première partie, maintenant je vous parle du Bénin. Et après, rassurez-vous, on reviendra sur tous les matchs de cette CAN. Je dis juste que le Bénin probablement va, parce qu'ils ne sont pas moins informés que nous, se mettre en position basse. Et là, tu as deux options. Soit tu arrives à marquer vite, et là, tu as un match facile qui va se dessiner devant toi, parce que là, dans la configuration où tu peux verticaliser le jeu, faire un pressing haut, espérer en mettre un deuxième en contre, c'est bien. Si jamais le Bénin ouvre le score, ou qu'on tarde, nous, à ouvrir le score, il faut s'attendre à un match compliqué, y compris à souffrir. Voilà. Et il faut être prêt psychologiquement
malgré le statut qu'on s'est un peu auto-attribué, et même la presse internationale nous a attribué par rapport à ces 3 points, ces 3 matchs réussis sur le plan comptable. Voilà. Rappelons qu'avec l'Égypte et l'Algérie, voilà, il faut être prêt à souffrir. Voilà. Oui. Si tu ne marques pas vite, il faut être prêt à souffrir. Si tu encaisses le premier, ou si tu tardes à marquer. Voilà. Souffrir avec les Lions de l'Atlas, on sait faire. Et puis le match 1 et 3 qu'on fait dans la phase de poule nous prouve qu'on peut attendre et marquer très vite à la fin, donc, tout en restant solide derrière. Exactement. On va aller revenir du côté du Caire, retrouver nos 2 compères, Fouad El-Hannaoui et Hervé Penaud, et bien sûr pour revenir sur cette première partie de la Coupe d'Afrique des Nations, ce que retient Hervé et Fouad de cette première partie, les enseignements du premier tour. Fouad. Rebonjour Jalal, comme dirait Hervé Penaud, donc cette deuxième partie d'ici au Caire. On a parlé tout à l'heure de l'équipe du Maroc. Maintenant, c'est les 8e de finale. On commence les choses sérieuses à partir de vendredi avec l'entrée en lice des 16 équipes qualifiées pour ce tour. Et c'est le Maroc qui va commencer avec le match face au Bénin. Ce sera dans Stade As-Salam à 17h, heure locale. Alors, Hervé, des 8e de finale. Je mets d'abord mon chapeau, il fait une chaleur. Voilà, alors voilà. Je n'en peux plus. Voilà. Regardez. C'est monsieur Safari en Égypte. Alors parfait, voilà. Alors Hervé, des 8e de finale avec un nouveau venu qu'on n'a jamais vu à ce stade de la compétition, le Madagascar, et puis très belle affiche, le Nigeria et le Cameroun. Oui, alors Nigeria-Cameroun, c'est vrai que c'est la grosse affiche, mais ils n'ont pas fait quand même des gros matchs depuis le début de la compétition. Alors dès qu'on rentre dans les 8e, c'est qu'on change totalement de logiciel. Il va falloir se programmer pour des victoires directes, voire même au tir au but, hein, s'il faut aller là-bas. Donc c'est vrai que Nigeria et Cameroun, ça fait un match de costaud, de solide. C'est quand même le champion d'Afrique en titre, le Nigeria Coupe du Monde. Maintenant, ils n'ont pas montré encore grand-chose depuis le début de la compétition, mais je les vois bien monter maintenant un petit peu en pression. Et il faut se méfier quand même de ces Camerounais. Hein. Il y a 2 ans, ils étaient sortis déjà à ras du groupe en éliminant le Gabon. Donc le Cameroun me semble avoir un petit avantage quand même, mais attention, ça se jouera à pas grand-chose. On a vu un invité surprise, le Madagascar, première participation. À la tête de son groupe, dans un groupe qui avait le Nigeria quand même, et puis il se retrouve en 8e de finale face à la République du Congo. Tout est possible. Tout est possible, absolument. Alors j'espère pour Madagascar qu'ils n'ont pas fini leur compétition. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé pour eux, c'est exceptionnel. Déjà une première victoire, ils l'attendaient, c'était quelque chose de fort, mais premier du groupe en battant le Nigeria facilement. C'est un truc énorme. Alors, ils tombent sur les RDC. Les RDC qui a fait un très mauvais premier tour, mais qui s'en est sorti sur un match. Alors, est-ce qu'ils seront capables de reproduire ces efforts-là le match suivant? Ce qui est sûr, c'est que pour la RDC, c'est quand même, entre guillemets, je ne dis pas un coup de chance, hein, attention, parce qu'il va falloir prendre Madagascar, parce qu'ils jouent très très bien. Mais il n'empêche qu'ils doivent se dire, c'est quand même plus dans nos cordes que si ça avait été un gros du Nigeria, par exemple. Donc la RDC, ils ont un coup à jouer, je pense, sur ce match-là, parce que Madagascar, est-ce qu'ils auront la capacité à multiplier les efforts de cette manière-là? Là, c'est une vraie interrogation. S'ils le font, bravo. L'Algérie qui a frappé fort, 3 matchs, 3 victoires, avec l'art et la manière. Ah, l'équipe la plus forte pour l'instant du tournoi, c'est l'Algérie, hein, avec le Maroc. Mais l'Algérie, il y a une chance qu'a l'Algérie par rapport au Maroc. C'est comme ils étaient sûrs de terminer premiers de leur groupe, ils ont changé 9 joueurs sur le dernier match. C'est-à-dire que pour eux, en gros, tous leurs cadres ont un match de moins que les autres. Et dans ces conditions comme ça va être très difficile à gérer les 7 matchs jusqu'au bout. Donc l'Algérie fait partie des gros favoris. Et alors là, contre la Guinée, ce sera une immense surprise s'il ne passait pas, parce qu'il y a à peu près tout, il y a du talent, et surtout il y a un schéma qu'a mis en place Jamel Belmadi, et ça c'est important. L'Égypte, le pays hôte, les pharaons, ils ont fait le plein sans convaincre. Voilà, ils font le plein sans convaincre, mais l'important c'est de faire le plein, j'allais dire. Hein, et puis surtout, ils ont une telle pression, c'est assez incroyable. Hein, on sent derrière Salah, il y a tout un peuple qui est derrière. Donc la pression, elle peut aller dans les 2 sens. C'est-à-dire, elle peut vous inhiber ou alors vous aider à vous pousser. Là, jusqu'à présent, ça les a poussés. Mais attention, il ne faut pas être mis en difficulté sur le 8e de finale, parce que là, ça pourrait être un petit peu plus difficile. Mais je ne les vois pas quand même céder en 8e dans leur pays, avec tout ce peuple derrière, parce qu'ils multiplient les efforts, les gars. Quand vous entendez le public, à un moment, vous vous sentez obligé de travailler. Hervé Penaud, merci. C'était un plaisir. Merci. Et donc, on s'est retrouvés, comme j'ai dit, par hasard. Et le chapeau, tu vas le garder? Je le garde, je ne le quitte plus.
plus. Je ne lui quitte plus. Chaud, je peux vous dire, Voilà. il est très. J'avais envie de chipper le chapeau bah, à Hervé, mais bon, Regardez, il est pas beau comme ça. voilà. Il est pas beau. Merci, Oh, merci voilà, à vous. mais ça, comme un gant, ça lui va comme un gant. Pour ma calvitie, j'en avais besoin. Avec cette chaleur. Jalal, voilà, donc c'était notre correspondance ici au Caire. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine avec, espérons, une présence massive des sélections maghrébines. Pourquoi pas le Maroc, l'Algérie et la Tunisie en quart de finale. Dur quand même la vie de reporter de guerre hein, pour nos amis. La zone de combat m'a l'air pacifiée quand même. un peu pacifiée. Alors, quels sont les enseignements du premier tour pour vous? On a écouté Fouad, Hervé. Je commence par Amine pour qu'il ne se fâche pas, parce qu'il me dit que je te donne souvent la parole d'abord à Reda. C'est un mythe déjà, il faut que j'arrête. C'est un mythe de dire que je te fais moi parler que Reda. Ça casse ta crédibilité que tu n'as plus depuis bien longtemps. L'enseignement rapidement, je trouve que cette canne à 24 est... Il est méchant. Hein. Non, du tout. Ouais. Je trouve que même cette canne à 24 a produit peu de jeux, parce qu'in fine, tu n'as pas besoin de beaucoup forcer ton talent. Franchement, c'est moins catastrophique que je le redoutais, moi, si, personnellement. Honnêtement, on n'a pas eu de score. Attends, il y a la Namibie qui a perdu 4 contre la Côte d'Ivoire et puis la Mauritanie contre le Mali. Mais pour le reste, regarde. Il y a eu des journées à 4-0-0 quand même. Donc franchement, en termes de jeu, et même quand il y a eu des buts, il n'y a pas forcément beaucoup de jeux. Rejette un coup d'œil sur. J'ai le droit d'avoir un avis que je partage avec moi-même. À 16 ou à 24, c'est. Je peux avoir un avis que je partage avec moi-même. Je trouve que cette canne à 24 n'est pas forcément ce qui se fait de mieux en termes de production de jeu. C'est le premier renseignement. Ensuite, je trouve que les équipes d'Afrique du Nord s'en sortent pas trop mal. Je trouve que par rapport aux équipes subsahariennes, voilà, on tient le haut du pavé, notamment Maroc, Algérie, Égypte, même si ce n'est pas l'Afrique du Nord. 1 degré moindre à la Tunisie, qui je pense est la moins costaude des 4. Voilà, je pense véritablement à Doma les enseignements. Reda disait tout à l'heure que ceux qui produisent forcément du jeu en phase de poule n'iront pas forcément très loin. Je l'espère, parce qu'on n'a pas forcément été flamboyant. Il disait ça en coulisses, comme ça on n'embrouille pas un petit peu ceux qui nous suivent. Il disait tout à l'heure en coulisses. Et il va maintenant le dire à l'antenne. Et on assume Non, mais j'espère que ce sera le cas. Parce que moi, j'adorais une finale Maroc-Algérie. Parce que le tableau le permet aujourd'hui. Je n'ai pas d'explication théorique, j'ai juste une observation empirique sur le fait que très souvent, les équipes qui gagnent, qui vont à la fin de ce genre de compétition, ont des premiers tours poussifs. Mais tous, systématiquement, la France, la dernière Coupe du Monde, l'Espagne, quand elle gagne en 2010, elle perd contre la Suisse le premier match. L'Italie, en 82, quand elle gagne, elle fait des matchs nuls. Bon, on peut en faire des comme ça jusqu'à la fin. Le Portugal gagne l'Euro 2016 avec 3 matchs nuls. Bon, bref. Donc, j'ai quand même l'impression, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais de l'observation, que c'est pas l'Algérie qui nous a beaucoup impressionné, qui a un vrai jeu flamboyant, et typiquement l'équipe qui semble très en forme techniquement, mais dans l'histoire des compétitions, ce n'est pas le genre d'équipe qui gagne. La deuxième chose que je voudrais dire, parce que je veux faire un bilan du premier tour, le spectacle, il vient de quoi? Il ne vient pas seulement du niveau technique, en général, dans le foot, il vient de l'intensité. L'intensité, elle vient de quoi? Elle vient du côté couperé de chaque match. Quand tu as 24 équipes et 16 qui vont se qualifier, ça veut dire qu'il y a plus de matchs qui sont moins importants. Donc moi j'appelle ça la théorie Reda Alleli, c'est-à-dire même pour la Ligue des Champions en Europe. C'est-à-dire plus tu as de matchs, commence à t'intéresser. Voilà. Plus tu as de matchs à la vie à la mort, pour aller vite, à la vie à la mort. D'ailleurs, tu n'auras jamais un match de premier tour de Ligue des Champions qui sera historique. Tu auras des matchs de huitième, de quart. Comment t'expliques dans ce cas-là qu'on est souvent des finales insipides? Je finis. Comment? Comment tu expliques qu'on est souvent des finales insipides? Non, ça c'est autre chose. Ça tu parles du niveau technique. Non, mais je te parle de deux choses. Moi, je vais venir au niveau technique. Je parle du niveau d'intensité, d'intensité émotionnelle. Typiquement, Maroc, Afrique du Sud, les deux équipes vont passer. Voilà. Et d'ailleurs, elles sont passées. De justesse. Hein, oui, mais je trouve qu'elles sont passées. Après match nul, ils auraient pu passer tranquillement. Mais de fait, elles sont passées. Elles sont passées. Donc, il y a beaucoup de matchs où les deux équipes vont passer. De toute façon, il y a eu combien de matchs? On a éliminé 8 équipes. 6. Non, on a éliminé les derniers, plus de troisième, voilà, c'est très peu. Donc au niveau de l'intensité, on a une autre compétition qui va commencer, parce que là, effectivement, c'est in-out, merci, au revoir. Ouais. Ce que les Anglais appellent le knockout stage, ça veut dire le chaos. Voilà. Maintenant, sur le niveau technique, on fera le bilan en fin de rencontre, mais pour moi, le niveau technique ne peut pas être jugé parce que il n'y a pas assez d'enjeux dans les matchs. Voilà. Alors, tout le monde est d'accord au moins sur une chose depuis le début de cette compétition, c'est par rapport à l'Algérie. Les Fennecs algériens
qui impressionne. Vraiment, l'Algérie qui se permet même le luxe de jouer avec deux sélections, mais sans qu'on remarque aucune différence. Amine. Ouais, non, c'est vrai. Mais après, l'Algérie, il y a peut-être des résultats trompeurs. Parce que moi, quand je revois le match Algérie-Sénégal, j'ai pas l'impression que l'Algérie ait marché sur le Sénégal, n'ait été beaucoup plus flamboyante. Maintenant, ce qui est impressionnant, c'est plus ça. C'est que sur le troisième match, on ne les voyait pas faire de rotation à ce point. Et malgré ça, tu vois un spectacle qui est quand même flamboyant, mais véritablement flamboyant dans la construction, dans l'animation. Parce que voilà, on a l'impression parce que l'Algérie a une spécificité par rapport à la différence avec le Maroc, parmi les. Celle-là est marquante. Sur le troisième match, ils ont un banc de touche qui conteste. C'est-à-dire, le banc quand Ounes rentre, Mahrez, il a envie de prendre la place. Et c'est évidemment bien légitime. Et donc, il est à fond. Delors, pareil. Islam Slimani, pareil. Il rentre, il veut piquer la place des deux de devant qui sont sur le banc de touche. Parce que le talent est similaire aussi, parce que voilà, ça reste tous des joueurs de haut niveau. Nous, on n'a pas. Et surtout aujourd'hui, on n'a rien parce qu'on a deux avant-centres, un blessé et un qui on avait trois, un démissionnaire, un blessé. Il y en a un qui est opérationnel. Amine, Djamal Belmadi, c'est compliqué tout seul un petit peu la tâche. Est-ce que, rapidement, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose, est-ce que la super performance de l'équipe B ne risque pas de poser problème par rapport à la suite, en tout cas du stage et de la CAN pour la sélection algérienne? Il faut voir moi, c'est juste un problème de riche et honnêtement, je ne pense pas que les problèmes de riche aient jamais créé de problème au sein de sélection nationale. Après, quand tu es Djamal Belmadi, et on sait, en tant que joueur, déjà, tu savais que c'était quelqu'un qui était énervé. Moi, j'aime bien ce joueur. Voilà, il était énorme ce joueur. Donc, c'est pas un garçon qui va se laisser pousser sur les pieds. J'ai adoré sa sortie dans la conférence de presse quand on lui a parlé de l'équipe du Sénégal. C'était hilarant. Donc, aujourd'hui, je pense que ça le conforte dans ses choix. Ça veut dire que dans son groupe de 23, il a véritablement choisi ce qu'il y avait de mieux. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il a des armes offensives et même défensives. Il a des armes tout court pour aller très loin dans la compétition. Donc, on verra si la position de Reda se tient dès ce qui produit des jeux. C'est une observation. Voilà, c'est l'observation se tient. Aucune théorie autour. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il a quelque chose de solide, qu'il tient entre les mains quelque chose de costaud. Quand tu vois l'état de confiance d'un bonhomme comme Ounes, quand il rentre ou Delors, toute la rotation qu'il y a eu, tu as l'impression qu'il ne va pas être coincé offensivement. Oui. Maintenant, c'est une équipe dont on attend de l'avoir un peu plus sous pression. Exactement. Voilà. Il faut l'avoir un petit peu en difficulté. On l'a déjà vu, le Sénégal. Un peu. Le Sénégal qui a appuyé, c'est ce que je dis. La victoire face au Sénégal ne reflète pas véritablement le condensé de match. Il y a une très belle équipe sénégalaise, j'ai une autre chose mais beaucoup plus d'efficacité de la part des Algériens. J'ai lu un article dans un support respectable qui expliquait, et ça c'est pas innocent, que les matchs de nuit la performance physique pouvait augmenter de 20 ou 30%, ce qui peut expliquer également la mollesse qu'on voit dans nos performances. C'est franchement, Reda, ce que tu es en train de dire, on arrive presque au terme de l'émission, mais c'est une très très mauvaise nouvelle pour l'équipe du Maroc, parce qu'elle jouera tous ces matchs à 17h. Et les adversaires aussi, par contre. Oui. On joue à la même heure. Voilà, exactement. Le prochain match, ce sera à 17h, ce sera vendredi, et ce sera face à la sélection du Bénin. On va revenir en Égypte, parmi les personnalités qu'a rencontré Fouad Hallaoui, le nouveau secrétaire général de la Confédération africaine de football, Mouad Hadji, qui évoque bien entendu cette CAN 2019, la première à 24 sélections. Mon rôle aujourd'hui est le rôle officiel de secrétaire général de la CAF, en charge aussi de la compétition majeure de la CAF qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Une édition exceptionnelle, première fois 24 équipes sur 6 sites. Sur une durée très rapprochée. Comme tout le monde le sait, l'attribution s'est faite tardivement. Mais grâce aux efforts, bien sûr, de la Fédération égyptienne et du LOC en place et de la CAF, nous avons pu, alhamdoulilah, maîtriser le facteur temps et avoir une édition qui, jusqu'à présent, et je touche du bois, et je croise les doigts aussi, exceptionnelle en termes d'infrastructure, mais en termes aussi d'organisation. Bien sûr, il y a certains fine-tuning à faire, certains arrangements. Nous attelons. Nous sommes chaque jour à faire un débrief général sur ce qui se passe, surtout pas très bien, pour pouvoir améliorer. Mais globalement, tout se passe très très bien.
Voilà, globalement, tout se passe très bien. Effectivement, l'Égypte, on doit saluer sa performance, hein, parce que, franchement, en moins de 6 mois, voilà, alors qu'on sort de 2 CAN très compliqués. Moi, je pense qu'on n'a pas mesuré à quel point le foot africain a vacillé sur ses fondements. Ouais. Avec des départs de Hayatou déjà. Non, on ne va pas ouvrir ce débat, il reste 30 secondes. Voilà. Et je pense qu'une CAN comme ça, maîtrisée en termes d'organisation, avec des belles images, elles sont belles, une belle réalisation. De très très belles pelouses. Voilà. Les premiers, je pense qu'on est au top de ce qu'on a vu dans toutes les CAN. Voilà. C'est bien pour remettre du vernis sur un foot africain qui a été un peu écorné ces derniers temps. Exactement. Et surtout qu'aujourd'hui, avec Mohamed Hadji, dans la continuité. Et surtout, surtout, on est qualifié. Amine, que ça intervient. Cette Coupe d'Afrique des Nations maintenant commence à coïncider avec la Copa América et avec la Gold Cup d'Amérique du Nord. Et franchement, en termes d'image, pas juste en termes d'image, de réalisation, de qualité de pelouse, c'est parfait. Merci. Monsieur Reda Alali, merci. Merci à vous. Merci. Alhamdoulilah. Et bonne chance donc aux Lions de l'Atlas. Leur prochaine sortie, ça sera donc face à la sélection du Bénin, les Écureuils. Et puis on suivra bien entendu les autres sélections maghrébines engagées dans cette compétition. C'est la fin de cette édition de Club Ilmar. Merci de l'avoir suivi. Ciao, ciao les amis. À la semaine prochaine.